Et nous poursuivons ce format avec Nicolas Bauer, docteur en droit et chercheur associé au Centre européen pour le droit et la justice, le CLJ. Laurence Trochu, députée européenne, siège au groupe ECR, membre d'Identité et Liberté. Et puis également Charlène qui va nous témoigner de son avortement. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, Oui, bonjour Elisabeth. bonjour Elisabeth. Merveilleux. Alors on vous invite, puisque récemment vous avez organisé un événement dans le contexte d'un débat parlementaire qui avait lieu donc, au Parlement européen avec l'initiative citoyenne My Voice, My Choice. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur cette initiative citoyenne, puisque c'est le début, je veux dire, de cette propagande, en tout cas l'illustration de cette propagande pro-avortement qui a eu lieu au sein de l'Union européenne. Et ensuite, on parlera de la façon dont vous avez réagi, Nicolas Bauer et Laurence Trochu. Mais voilà, commençons par cet événement. Laurence Trochu, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est effectivement une initiative citoyenne qui a un outil, en l'occurrence une pétition qui a recueilli 1,2 million de signatures. Elle est portée effectivement par les pro-avortements qui, en fait, veulent faire de ce combat un combat européen, là où, en l'occurrence, ça ne relève pas des compétences de l'Union européenne, mais ça reste les législations propres à chaque État membre. Donc, la démarche, si vous voulez, c'est de pouvoir permettre à des femmes vivant dans des pays dont l'accès à l'avortement est restreint, eh bien, d'aller se faire avorter ailleurs, en fait. Et pour cela, eh bien, cette initiative veut avoir des financements européens pour ce qu'on pourrait appeler un tourisme abortif. Alors la procédure, c'est quoi ? C'est que la Commission est tenue en fait de recevoir les pétitionnaires dès lors que il y a eu plus d'1 million de signatures. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 10 ans, je crois, One of Us avait aussi recueilli, alors je crois que c'était même plus de 2 millions de signatures, pour demander une protection de l'embryon et faire en sorte qu'il n'y ait pas de financement qui aille à l'encontre de la protection des embryons. Qu'en avait fait la Commission ? Eh bien, elle avait reçu cela, mais ça n'était pas allé beaucoup plus loin. Donc, on va voir là ce qu'il en est. Mais il y a un élément de contexte à prendre en compte quand même, hein, pour montrer à quel point ce totem de l'avortement au Parlement européen est puissant. C'est que la commission Femmes et Égalité des genres, dans laquelle je siège, c'est en quelque sorte autosaisie du sujet avant même que la commission, on va dire, s'en empare. Mais elle l'a fait de manière à évacuer toutes les autres commissions qui auraient leur mot à dire. Je pense à la commission Libé pour le droit, je pense à la commission Santé pour la santé, puisque évidemment il y a des enjeux médicaux. Je pense à la commission budget, et en fait, la commission femmes a fait une offensive pour préempter le sujet, et ça en dit long sur la volonté au sein de cette commission femmes de faire avancer un sujet coûte que coûte, on va dire. Nicolas Bauer, en parallèle, on voit justement pour le moment une Union européenne assez peu enclin à proposer justement de l'aide aux femmes qui voudraient garder ces enfants qu'elles attendraient et qui se retrouveraient en difficulté. Aujourd'hui, l'avortement, c'est vraiment présenté comme un droit, mais pas seulement, comme étant la solution la plus simple, la plus avantageuse pour les femmes. C'est aussi pour ça que vous vous engagez sur ce sujet, et on donnera ensuite la parole à Charlène pour qu'elle nous parle de ça. Oui, on avait deux objectifs la semaine dernière quand on a organisé une grande conférence avec la fédération One of Us qui rassemble 50 associations en Europe, dont le CLJ. Le premier, c'était de montrer le décalage total entre My Voice, My Choice et la réalité de l'avortement. Un avortement qui n'est pas toujours vécu comme un choix, mais qui peut aussi être parfois subi sous la pression d'un entourage, d'un contexte, et en l'absence d'alternatives. Et le deuxième objectif, c'était d'appeler l'Union européenne à soutenir, au contraire, la maternité et la famille. Puisque soutenir la maternité et la famille, ça relève de ses compétences. Elle a des compétences qu'on appelle d'appui et des compétences de coordination.
dans ces domaines, donc elle peut compléter l'action des États. Alors elle le fait déjà un peu. Il y a notamment des directives sur la conciliation entre la maternité et la vie professionnelle. Il y a aussi quelques programmes de financement sur ces sujets, mais elle ne le fait pas du tout assez par rapport aux autres programmes qui sont bien mieux financés et qui promeuvent au contraire déjà, au moins de manière indirecte, l'avortement ou alors d'autres idéologies comme la théorie du genre dans les familles. Donc c'était le premier objectif de la conférence, c'était revenir sur la réalité de l'avortement avec des témoignages comme celui de Charlène. Il y a aussi d'autres femmes européennes qui ont parlé. Et le deuxième objectif, appeler l'Union européenne à soutenir la maternité et la famille. Et sur cette parole politique a pu être portée par la présence de 8 députés, dont Laurence Trochu qui a organisé la conférence, 8 députés de différents groupes politiques, de différentes nationalités. Et 300 personnes sont venues, donc je pense que c'était une belle réussite et une belle réponse à My Voice, My Choice. Alors parmi ces députés, donc il y avait également la Slovaque Myriam Lexman qui s'est exprimée et qui a dit: nous lançons un appel solennel à l'Union européenne pour défendre la vie, mieux protéger les femmes vulnérables et leur permettre de faire un choix éclairé. Charlène, donc on aimerait entendre votre témoignage là-dessus, puisqu'aujourd'hui, ce que vous dénoncez, c'est justement de ne pas avoir eu droit, de ne pas avoir eu accès à ce choix éclairé, probablement faute de moyens, et donc aussi submergé par, je pense, ce qu'on peut appeler une forme de propagande. Oui, tout à fait. Donc le témoignage que j'ai livré mercredi dernier au Parlement européen à l'initiative de One of Us, c'est les pressions que j'avais subies de mon conjoint lorsque je suis tombée enceinte, et pressions qui ont été largement relayées par le planning familial, avec la psychologue du planning familial que nous étions allés voir pour trouver un terrain d'entente, pour dialoguer, et qui me serinait «Vous ne pouvez pas parler de bébé, ce n'est qu'un tas de cellules», qui niait mon ressenti de mère en devenir et qui me prenait les rendez-vous au cas où, et je me suis retrouvée prise dans un engrenage. Alors moi, j'ai témoigné mercredi pour qu'au Parlement européen, on n'entende pas qu'une seule voix. Je pense qu'il faut apporter un contre-récit indispensable face au récit communément admis. My Voice, My Choice est porté avec des moyens et une présence médiatique considérables. Or, il faut entendre aussi les autres voix. J'ai le sentiment qu'on défend un seul choix, une seule voix. Or, le choix, c'est aussi le choix de ne pas avorter sous la pression. Voilà, on subventionne une seule issue, un seul choix. Mmh. Alors parce que vous, ce que vous avez vécu, en réalité, c'est un traumatisme où effectivement vous avez mis dans une espèce de tunnel, où on vous a expliqué que, dans tous les cas, encore une fois, c'était, la meilleure solution pour votre conjoint, pour vous. Il n'était pas du tout question de vie, humaine concernant cet enfant. Vous l'avez rappelé, la question, c'était un amas de cellules. Est-ce que vous pensez que si jamais l'Union européenne avait fait son travail et peut-être avait laissé justement, la possibilité à des groupes, pro-vie de pouvoir apporter eux aussi leur point de vue, vous auriez pu avoir une position différente et peut-être du coup éviter ce traumatisme que vous estimez avoir subi? Ah oui, oui, en effet, enfin, concrètement, lorsqu'on est enceinte et que ça pose des difficultés, les produits, on ne les voit pas. Lorsqu'on va voir des docteurs, on vous demande si vous êtes croyante quand vous dites que vous voulez garder votre bébé. Mmh. Moi, le planning familial, je ne savais pas que c'était partisan. Au planning familial, on ne m'a jamais informé des solutions pour garder mon bébé. On ne m'a jamais aidé à trouver un terrain d'entente. Et à l'époque, je n'ai pas du tout compris pourquoi la psychologue du planning familial a mis tant de conviction dans le fait de vouloir me pousser à l'avortement. Et aujourd'hui, pour moi, financer massivement l'accès à l'IVG sans financer les groupes qui peuvent aider les femmes à garder leur bébé, c'est risquer à terme aussi de financer des IVG non consentis si on ne protège pas les femmes de la coercition. Mmh. Il faut protéger les femmes de la coercition, des pressions qui s'exercent, et financer également le fait d'aider les femmes à mener des grossesses à terme. Oui, Laurence Trochu, c'est intéressant, vous nous le disiez, c'est la commission femmes qui s'est jetée sur ce sujet de l'avortement.
Euh, Aujourd'hui, ce que nous explique Charlène à travers son témoignage, c'est que justement une commission qui se retrouve avec comme devoir de défendre la cause des femmes devrait entendre ces femmes-là qui ont souffert, devrait entendre ces femmes qui considèrent n'avoir pas eu accès à toutes les informations qu'elles auraient souhaité avoir en amont, ne pas avoir eu accès à une certaine aide, et pourtant elles restent assez muettes. On a l'impression qu'encore une fois, c'est la commission des femmes, mais pas de toutes les femmes apparemment. Alors moi, je dirais pas qu'elle est muette. Elle fonctionne avec un logiciel qui considère que, on va dire, le degré d'évolution d'une société se mesure au taux d'avortement qu'elle génère. C'est-à-dire que plus il y a d'avortements, plus la société est développée. Et donc, il y a une obsession autour de cet accès et de cette libéralisation de l'avortement. Il ne faut pas oublier qu'il y a des moyens, Charlène les a évoqués, hein. On a des grosses fondations qui donnent aussi cette puissance de feu, cette puissance médiatique. Je parle de la Fondation Gate, de MacArthur, de l'Open Society, tout ça est tracé. Et il y a en fait une idéologie de l'avortement comme libération suprême de la femme. Et dès lors qu'on essaye en fait de porter une autre voix, eh bien toute la rhétorique se met en route. Vous savez, de toute façon, c'est très binaire. Si vous êtes contre l'avortement, si vous êtes pour l'alternative et le libre choix des femmes, comme le demande Charlène, eh bien, vous êtes du mauvais côté. Vous êtes dans la régression, vous êtes dans les temps obscurs. Et donc, les pressions sont énormes sur nous, les députés aussi, ne serait-ce que pour qu'on ait, je dirais, le courage de porter une autre voix et de réclamer une alternative et en cela d'être simplement le relais des femmes qui témoignent comme elles l'ont fait mercredi. Et elles témoignaient en leur nom propre, mais il y en avait des milliers derrière elles. Eh bien, être le relais de ces voix-là, en fait, nous condamne, nous, parlementaires, à la ringardise. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très poussiéreux, de très rétrograde dans le combat que vous portez. En tout cas, c'est comme ça que c'est affiché par d'autres politiciens, évidemment, par une certaine presse. Ce n'est pas notre cas à Radio Courtoisie. Nicolas Bauer, vous considérez que, à l'inverse, c'est une question de droit, une question de justice et même une avancée sociale que de pouvoir permettre à ces femmes qui se retrouveraient seules et en difficulté d'être soutenues. Oui, oui, tout à fait. D'abord, il faut déconstruire l'idée que l'avortement serait un droit comme un autre. Et c'est pas simplement avec quelques témoignages qu'on le voit, c'est aussi plus largement confirmé par des chiffres. Il y a eu un sondage IFOP de 2020 en France qui disait, qui concluait que 92% des femmes considéraient que l'avortement laissait des traces difficiles à vivre. Et quand on prenait les tranches d'âge les plus concernées, on montait à 96%. Alors que quand on exerce un droit, une liberté fondamentale, en général, on n'a pas de traces difficiles à vivre. Après, les autres libertés fondamentales, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de culte, toutes ces libertés, elles ne laissent pas des traces difficiles à vivre. Alors que l'avortement, il s'inscrit dans un contexte social. Ce n'est pas, c'est pas une liberté individuelle, c'est plutôt un problème de société. Et la réponse doit aussi être une réponse sociale pour laisser au moins un vrai choix avec différentes alternatives. Et c'est là qu'est la question, c'est là que se pose la question des droits de l'homme. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'Italie, Giorgia Meloni a réouvert la possibilité pour toutes les associations d'aller auprès des femmes enceintes pour leur présenter différents types de discours. Alors qu'avant, il y avait seulement certaines associations qui avaient des agréments, qui sont des associations militantes de l'avortement, comme le planning familial, mais les autres associations n'y avaient pas accès. Et en fait, pour le planning familial, l'avortement est même plus qu'un droit, c'est même une idéologie. Et je vais vous prendre un exemple au cours d'une audition parlementaire à l'Assemblée nationale. Le planning familial, donc la présidente du planning familial, Sarah Durocher, était auditionnée et 3 femmes députées
ont parlé d'avortement. Et pour 2 d'entre elles, on sentait qu'il y avait vraiment un vécu derrière qui les concernait, je ne sais pas, soit elles, soit un entourage. Et la présidente du planning familial, plutôt que de leur répondre sur la question de ces avortements contraints, leur a répondu textuellement: «Pour le planning, l'avortement n'est pas un problème, mais une solution». Et elle n'a eu aucune autre phrase, aucune autre considération pour des députés qui avaient l'air en plus émus quand elle parlait. Donc au-delà d'un droit à exercer, on est vraiment dans une idéologie de l'avortement, en fait. L'avortement Ouais. est considéré pour ce genre d'association comme un bien, en fait, plus que juste une liberté. Et ça vient appuyer ce que vous disiez, Laurence Trochu, c'est qu'on peut tracer les financements de ces associations pro-choix, qui sont en réalité plutôt des associations pro-avortement, puisque c'est ce qu'on explique. En réalité, pour faire un choix, il faut avoir vraiment connaissance de tous les éléments, et en l'occurrence, ça ne semble pas être le cas. En tout cas, c'est ce qu'a vécu Charlène. Ces associations sont financées par, entre autres, vous l'avez cité, l'Open Society, George Soros, et on sait que derrière tout ça, c'est une véritable idéologie, c'est un projet pour l'humanité qui est porté par ces grands financiers. Oui, et puis qui dit idéologie dit propagande. Et je suis tombée, une collègue espagnole, justement, la semaine dernière en commission, m'a montré des supports destinés, on imagine, à des enfants ou à des jeunes adolescentes, représentant ou utilisant, on va dire, des références tout à fait enfantines, telles que la Reine des Neiges, Snoopy, je ne sais plus ce qu'il y avait, c'était pas les Barbapapa, mais enfin quelque chose comme ça. Des visuels, des supports visuels, voilà, qui faisaient l'apologie de My Voice, My Choice, et qui, de toute évidence, pouvaient être des outils mis sous les yeux de jeunes filles ou de petites filles pour les sensibiliser déjà à cette, je dirais oui, à cette idéologie. Donc, il y a une créativité, une inventivité qui est sans limite. Et comme on est effectivement dans un phénomène idéologique, c'est très difficile de ramener de la rationalité, vous voyez, et de tenir un discours justement objectif qui part de la réalité du terrain, tel que Charlène a pu le rapporter. Et Charlène disait à quel point elle avait vu la force de conviction dans ces interlocutrices du planning familial. Effectivement, il y a quelque chose qui dépasse la seule recherche du bien-être de la femme. On est bien au-delà. Et c'est ça qui est difficile aussi, c'est que face à l'idéologie, la raison, évidemment, ne perce plus. Mm. Alors, et vous l'avez dit, c'est une idéologie qui a vraiment infusé dans la société, si bien qu'il y a beaucoup de personnalités politiques qui n'osent même plus aborder le sujet. Et pourtant, les chiffres que vous nous rappeliez, Nicolas Bauer, entre 92 et 96% des femmes affirment que l'avortement laisse des traces douloureuses. Charlène, vous, en prenant la parole, vous contribuez justement à faire résonner cette voix-là, et peut-être à aboutir à une prise de conscience de la part de la société, au-delà des élus politiques, vraiment des simples Français, des Européens. Est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous témoignez, que votre voix est facilement entendue? Est-ce que c'est un discours dans lequel d'autres femmes se retrouvent régulièrement, ou est-ce qu'au contraire, vous avez encore l'impression de crier dans le désert? Le problème, c'est que le débat est cornérisé. En fait, là, on peut en parler sur Ligne droite, on peut en parler avec, One of Us. J'ai témoigné dans un documentaire sur KTO TV. Force est de constater qu'on ne peut en parler, qu'avec, disons des personnes qui défendent certaines valeurs. Donc aujourd'hui, le débat est confisqué. Je l'ai dit, le premier médecin que je suis allée voir avec mon conjoint m'a demandé si j'étais croyante. Ouais. Donc en fait, qui dit, défense de la vie dit, croyant, catholique, et cetera. Moi, le message, que je souhaite défendre, c'est plutôt, le fait que, pour moi en tout cas, lorsque j'étais enceinte, la défense de mon bébé, c'était quelque chose d'instinctif et qui me semblait universel. Et il y a pas besoin d'être croyant pour cela. Et donc aujourd'hui, moi, je déplore vraiment que le débat soit confisqué, qu'on ne puisse s'exprimer là-dessus, que dans certains cercles. Je ne pense pas que je pourrais être invitée sur, France Inter, par exemple, et ça, c'est vraiment, dommageable.
Et il est difficile, d'en dialoguer, tout simplement aussi parce que lorsqu'on regarde la réalité en face, c'est extrêmement douloureux. Il y a peu de femmes qui témoignent parce que c'est très, Mmh. très difficile. Enfin, moi, ça va faire bientôt, 13 ans. J'ai cheminé, je me suis fait accompagner, j'ai mis aussi du temps à accepter de me faire accompagner. C'est vraiment un long cheminement et je ne veux pas que cette douleur et ce deuil, n'aient servi à rien et raison pour laquelle, je témoigne aujourd'hui. Et on vous remercie, pour ça d'ailleurs. Merci à vous. Quand vous nous dites justement qu'effectivement ça a pas ce retentissement-là dans les sphères politiques ou médiatiques, parce que, c'est votre expression, c'est cornérisé, est-ce qu'en revanche, quand vous en parlez dans votre entourage, vous avez l'impression que les gens normaux, justement, en dehors de ces sphères, eux, sont plus réceptifs à ce que vous avez pu, vivre? Ah, ça dépend vraiment, j'ai pu vraiment en parler avec, ma famille, ma Mmh. mère, qui avait aussi, vécu un avortement. Ça l'a aussi aidé à cheminer, effectivement, mais après il y a d'autres personnes qui sont totalement fermées parce que pour elles, ça reste un droit, fondamental. Ça peut être une régression en effet du droit des femmes que d'en parler. Donc c'est vraiment assez variable, et il y en a qui ne veulent pas voir la réalité en face. Mmh. Merci beaucoup pour votre témoignage, Charlène et bon, Merci à on vous. ressent que c'est un sujet qui vous émeut encore donc on vous souhaite bien du courage. On espère qu'un jour, voilà, vous arriverez à être, malgré tout, plus en paix, avec tout ça. Mais en tout cas, merci de prendre la parole pour toutes ces femmes qui, elles, n'arrivent pas encore, à en parler. Laurence Trochu, merci de porter cette voix jusqu'au Parlement européen avec, Nicolas, Bauer. Merci pour, cet événement que vous avez organisé et pour ne pas laisser le monopole aux idéologies pro-avortement. Et on espère que les lignes bougeront. On espère pour les femmes, pour leurs enfants à venir, qu'elles pourront être aidées à l'avenir. Donc merci pour tout ça et on ne manquera pas de vous réinviter prochainement.